Imaginez, le jour où toute ma vie s'est effondrée, ce n'était pas dans le secret d'une chambre fermée. Non, c'était devant Dieu, devant 200 témoins en pleine église, pendant le baptême de ma nièce. Mon mari a fait irruption, le regard dur, les mots tranchants comme des lames. Cette femme est stérile. Elle m'a trompée pendant 9 ans avec son silence. J'exige le divorce, ici, devant vous tous. Les fidèles ont retenu leur souffle. Les regards se sont tournés vers moi, comme si j'étais une criminelle. Et puis, il a osé. Oui, il a embrassé une femme enceinte, au milieu de l'allée, en déclarant « Voici ma vraie famille ». J'ai cru mourir sur place, mais à cet instant précis, une voix familière s'est élevée, celle de ma tante, sage-femme à la retraite. Elle s'est levée, digne, et a sorti une enveloppe de son sac. Ce qu'elle a révélé ce jour-là a fait s'écrouler mon mari à genoux, en larmes. C'est mon histoire. Une histoire de trahison, d'héritage caché, de secrets familiaux enterrés depuis des générations, et de résilience. Aujourd'hui, je vous la confie. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, abonnez-vous à la chaîne Confessions de famille. Ici, vous découvrirez des récits réels, des secrets dévoilés, des trahisons, mais aussi des histoires de courage et de renaissance. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je n'oublierai jamais l'odeur de l'encens ce matin-là. Le chant du chœur résonnait dans l'église. Les vitraux diffusaient une lumière colorée, presque céleste. C'était un jour de fête. Le baptême de ma nièce, la petite fille de ma sœur cadette. Toute la famille s'était rassemblée. Je me sentais honorée d'être la marraine. Je croyais que ce jour serait un moment de joie, d'unité, de célébration. Je ne savais pas qu'il deviendrait le théâtre de ma destruction publique. Mon mari n'était pas censé être là. Il avait prétexté une réunion de travail. J'avais haussé les épaules. Il avait l'habitude de s'absenter lors des événements familiaux, prétendant que ma famille n'avait jamais eu de considération pour lui. Je m'y étais résignée. Mais ce matin-là, contre toute attente, il a franchi la grande porte de l'église. Quand je l'ai aperçu, un frisson m'a traversée. Pas de sourire, pas de geste tendre. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme si quelque chose de grave allait éclater. Je n'avais pas encore compris. Alors que le prêtre bénissait l'enfant, mon mari s'est avancé dans l'allée, ses pas résonnant sur le sol de pierre. Sa voix a éclaté, forte, coupant net les prières. Cette femme n'est qu'une imposture. Un silence de plomb est tombé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur s'est emballé. J'ai cru qu'il plaisantait. Mais il a continué, chaque mot claquant comme une gifle. Pendant 9 ans, elle a fait semblant d'être une bonne épouse. Mais la vérité, c'est qu'elle est stérile. Elle m'a menti. Elle a volé ma jeunesse, mon avenir. J'ai senti mes jambes fléchir. Stérile ? Oui, je l'étais. Mais ce n'était pas un mensonge. Il avait toujours su. Pourquoi prétendre aujourd'hui que je l'avais trompé avec mon silence ? Pourquoi exposer ma douleur intime devant 200 témoins ? Les murmures ont commencé à se répandre dans l'assemblée. Certains ont détourné le regard par gêne, d'autres ont fixé leurs yeux sur moi, incrédules. Puis, le coup final. Mon mari a saisi la main d'une femme, assise dans les bancs. Une femme au ventre arrondi, rayonnant d'une grossesse avancée. Il l'a attirée à lui, l'a embrassée avec passion devant tout le monde, et a proclamé « Voici ma vraie famille. Elle me donnera ce que toi, tu n'as jamais pu m'offrir. » Un cri a jailli de ma poitrine, étouffé par mes mains tremblantes. J'avais l'impression que l'air manquait. Le monde autour de moi s'effaçait. Le prêtre lui-même a laissé tomber son livre, stupéfait. Ma sœur, la mère de l'enfant baptisé, m'a lancé un regard désespéré, comme si elle voulait courir vers moi mais n'osait pas briser le silence pesant. Et puis, dans ce chaos, une silhouette s'est levée lentement. Ma tante, sage-femme à la retraite. Elle avait toujours été une femme de peu de mots, mais quand elle parlait, chacun écoutait. Sa voix a résonné, claire et ferme. « Mon fils, avant de continuer ce blasphème, il est temps que la vérité éclate. » Elle a fouillé dans son sac, en a sorti une enveloppe jaunie, soigneusement scellée. Tous les regards se sont braqués sur elle. Même mon mari a cessé de sourire, intrigué, soudain mal à l'aise. Ma tante a déchiré l'enveloppe, ses mains fermes malgré l'âge. Elle a commencé à lire à haute voix. Ses mots ont eu l'effet d'un coup de tonnerre. Mon mari, pâle comme un linge, a vacillé, puis s'est écroulé à genoux, incapable de soutenir le poids de cette révélation. À cet instant précis, je ne savais pas encore tout ce que contenait cette lettre, mais une chose était certaine, ma vie venait de basculer, non pas seulement à cause de sa trahison, mais parce que des secrets enfouis depuis des générations étaient là sur le point de ressurgir.
bouleversant tout ce que je croyais savoir. Je n'étais plus seulement une épouse humiliée. J'étais devenue l'héritière involontaire d'un secret capable de détruire bien plus qu'un mariage. Le silence dans l'église était devenu presque insupportable. On aurait pu entendre tomber une épingle sur le sol de pierre. Tous les regards étaient fixés sur ma tante, qui tenait cette mystérieuse enveloppe, comme si elle détenait une vérité interdite. Même le prêtre, d'ordinaire si sûr de lui, avait reculé de quelques pas, laissant la scène se dérouler sans oser intervenir. Je tremblais. Mes doigts s'accrochaient au banc devant moi pour ne pas m'effondrer. Le sang battait dans mes tempes. Je voulais hurler, courir, disparaître. Mais quelque chose m'empêchait de bouger. Une intuition peut-être. Comme si ce qui allait être dit concernait bien plus que la simple humiliation que je venais de subir. Ma tante a ouvert la bouche et sa voix grave a résonné dans la nef, portant une autorité presque solennelle. Avant que tu n'achèves de salir ton épouse, il est temps que tu saches qui tu es réellement. Mon mari, encore debout au milieu de l'allée avec sa maîtresse enceinte, a froncé les sourcils. Son sourire ironique s'est effacé, remplacé par une expression de méfiance. Il a essayé de reprendre le contrôle. Je n'ai rien à apprendre de toi, vieille femme. Tout ce que je veux, c'est la vérité sur cette femme qui m'a trahi pendant 9 ans. Mais ma tante a levé la main, imposant le silence, et a commencé à lire. Sa voix tremblait légèrement, mais chaque mot tombait comme un coup près. À mon fils, ce que je vais révéler aujourd'hui, je l'ai caché toute ma vie, mais la honte et la peur ne peuvent plus me retenir. Tu crois être né de l'amour de ton père et de ta mère, mais la vérité, c'est que ton père n'a jamais été ton père. Un souffle glacé a traversé l'assemblée. Des exclamations étouffées se sont élevées. Mon mari a blêmi. Il a fait un pas en arrière, ses yeux écarquillés. Ma tante a continué, implacable. Ta mère t'a conçu dans le mensonge. L'homme que tu crois être ton père n'a jamais accepté cette trahison. Mais pour préserver les apparences, il a choisi le silence. Moi seule, en tant que sage-femme présente ce jour-là, j'ai porté ce secret. Mais il est temps que tu saches, ton vrai père n'est pas celui dont tu portes le nom. Un cri s'est échappé de la gorge de mon mari. Il a lâché la main de sa maîtresse, chancela, puis tomba à genoux, les mains sur le visage. Tout son corps tremblait. « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible », balbutia-t-il. Les fidèles, stupéfaits, se regardaient, murmurant entre eux. Les mots « adultère »,« mensonge »,« honte » circulèrent dans l'air. Moi, figée, je ne savais plus si je devais pleurer ou me réjouir de voir enfin son arrogance brisée. Une part de moi voulait crier « Voilà, tu m'as humiliée, et voilà que la vérité te détruit à ton tour. » Mais une autre part, plus silencieuse, plus profonde, avait mal pour lui. Parce que ce que je venais d'entendre dépassait nos querelles de couple. C'était une bombe familiale. Le prêtre, enfin, osa intervenir. « Madame, est-ce bien le lieu pour de telles révélations ? Nous sommes dans la maison de Dieu. » Ma tante le fixa d'un regard ferme. « Justement, mon père, devant Dieu, on ne peut pas bâtir une vie sur le mensonge. » Elle replia la lettre, mais continua à parler de mémoire, sa voix chargée d'une émotion brute. « Ton véritable père était un homme que ta mère a aimé en secret. Il est mort jeune, emporté par un accident, et tu n'as jamais su que son sang coulait dans tes veines. Toute ta vie, tu as été élevé dans un faux récit, nourri de rancune et de non-dits. Et toi, aujourd'hui, tu viens jeter ta femme en pâture devant tous, alors que toi-même, tu es le fruit d'un mensonge. » Les jambes de mon mari ont cédé sous lui, ses larmes coulaient librement, sans qu'il puisse les retenir. Sa maîtresse, elle, reculait déjà, ses yeux fuyants, comme si elle ne voulait plus être associée à cet homme soudainement fragilisé. Je me suis avancée, mes mains tremblantes, mais ma voix étonnamment ferme. « Tu voulais exposer ma honte ? Voilà la tienne. Mais contrairement à toi, je n'ai jamais menti. Tu savais que je ne pouvais pas avoir d'enfant, et tu as choisi de transformer ma douleur en arme, alors que toi-même, tu vivais dans un mensonge plus grand encore. » Il a levé les yeux vers moi, ses lèvres tremblantes, incapable de trouver une réponse. Ma tante a alors tendu l'enveloppe au prêtre. « Gardez-la, mon père, que cette vérité soit consignée, pour que plus jamais elle ne puisse être effacée. » À ce moment, un vent a soufflé à travers les vitraux entr'ouverts, comme si même l'église réagissait à ce dénouement inattendu. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Si cette vérité avait éclaté aujourd'hui, c'est qu'il y en avait d'autres, plus profondes encore, tapies dans l'ombre de ma famille, et peut-être de la sienne. Ce baptême, qui devait être un jour de fête, venait de se transformer en champ de bataille, non plus seulement entre un mari et une femme, mais entre deux lignées, deux héritages,
2 passés enchevêtrés dans des secrets inavouables. Et je sentais confusément que ma tante n'avait pas tout dit, que l'enveloppe n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle qui allait m'emmener bien plus loin que je ne pouvais l'imaginer. Je croyais que le silence retomberait après l'aveu de ma tante, mais ce fut tout le contraire. Les fidèles, incapables de contenir leur stupeur, se mirent à chuchoter, à se pencher les uns vers les autres, comme si chacun cherchait à deviner quelle serait la suite de cette tragédie publique. L'église, habituellement lieu de recueillement et de paix, vibrait désormais d'un chaos contenu. Les enfants pleuraient, sans comprendre, les adultes chuchotaient, et le prêtre lui-même, désemparé, n'osait plus lever la voix. Mon mari, toujours à genoux, paraissait plus petit, plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu. Ses épaules secouées de sanglots contrastaient avec l'homme dominateur, arrogant et froid que j'avais connu durant toutes ces années. Il levait parfois la tête vers moi, ses yeux noyés de larmes, comme pour chercher du réconfort. Mais je ne pouvais plus lui en donner, pas après ce qu'il m'avait fait. Je sentais néanmoins un étrange mélange d'émotions me traverser. Oui, j'étais humiliée, blessée, détruite par sa trahison. Mais j'étais aussi témoin d'une vérité qui l'anéantissait plus sûrement que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu imaginer. C'était comme si le ciel lui-même avait décidé de le punir à ma place. Ma tante, droite comme une statue, semblait soudain plus grande, plus imposante qu'à l'accoutumée. Ses mains ridées tenaient encore un fragment de papier, et je savais qu'elle n'avait pas révélé toute l'histoire. J'ai vu ses lèvres trembler légèrement avant qu'elle ne reprenne. Cette vérité n'appartient pas qu'à toi, mon garçon. Elle concerne toute la famille. Ce secret, je l'ai gardé parce que j'avais peur de détruire ce qui restait de fragile entre ta mère et ton père. Mais ton arrogance aujourd'hui m'oblige à parler. L'enveloppe que j'ai sortie n'est qu'un début. Un frisson m'a parcouru. Si ce n'était qu'un début, qu'allait-il encore surgir de son sac ? Je voyais mes cousins, mes oncles, mes tantes, se pencher en avant, avides de savoir, mais effrayés en même temps. Le visage de ma sœur, la mère de l'enfant baptisé, était figé. Elle ne savait plus si elle devait interrompre la cérémonie ou laisser la tempête se déchaîner. Mon mari s'est redressé péniblement, encore à genoux, et sa voix s'est brisée dans un cri. Pourquoi maintenant ? Pourquoi me faire ça devant tout le monde ? Pourquoi m'humilier alors que je cherchais seulement à dire la vérité sur elle ? Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Ces mots ont transpercé mon cœur, mais je n'ai pas baissé les yeux. Cette fois, je ne voulais pas fuir. Ma tante l'a fixé, impitoyable, parce que toi, tu ne cherchais pas la vérité, tu cherchais la cruauté. Tu voulais détruire ta femme publiquement, alors aujourd'hui c'est ton propre masque qui tombe. Ces paroles ont provoqué un tumulte dans les bancs. Certains murmuraient que Dieu lui-même intervenait dans cette histoire, que la justice divine se manifestait. D'autres secouèrent la tête, scandalisés qu'un tel drame familial éclate en pleine église. Mais ma tante n'en avait pas terminé. Elle a sorti un autre pli, plus épais, scellé d'un cachet rouge. Mon cœur s'est serré en voyant ses doigts l'ouvrir. Je savais que derrière ce papier, un autre monde allait s'écrouler. Elle a lu, et chaque mot s'est gravé dans ma mémoire comme une cicatrice. À celui qui portera un jour mon nom, sache que ce n'est pas ton sang qui coule dans tes veines, mais celui d'un autre homme. Ton héritage ne t'appartient pas. Tout ce que tu crois posséder, tout ce que tu revendiques, ne t'a jamais été destiné. Les murmures se sont mués en cris étouffés. L'héritage ? De quoi parlait-elle ? Je savais que la famille de mon mari possédait des terres, des biens, un patrimoine transmis depuis plusieurs générations. Allait-elle dire qu'il n'en avait aucun droit ? Mon mari, livide, a tenté de se relever, mais ses jambes ne le portaient plus. Sa maîtresse, qui jusque-là restait figée, s'est approchée pour le soutenir, mais il l'a repoussée d'un geste brusque. Son monde s'effondrait, et il ne voulait pas partager sa chute. Moi, je restais figée, mes pensées tourbillonnant. J'étais partagée entre la satisfaction de voir la vérité éclater et la peur de ce que cela signifiait pour moi. Parce que si mon mari n'était pas l'héritier légitime, si son nom ne lui appartenait pas, alors qu'adviendrait-il de nous ? Quelles conséquences cela aurait-il sur ma vie, déjà en miettes ? Le prêtre a tenté de reprendre la parole, sa voix tremblante. « Mes enfants, ce lieu est sacré. Nous devons nous rappeler que nous sommes ici pour un baptême. » Mais il n'a pas eu le temps de finir. Ma tante, les yeux brillants d'une étrange intensité, a déclaré « Ce baptême est justement le moment idéal pour que la vérité voie le jour, car il n'y a pas de nouveau départ sans révélation des fautes passées. » Elle s'est tournée vers moi. Son regard s'est adouci, comme si elle voulait me préparer à quelque chose que je n'étais pas encore prête à entendre. « Ma chère, tu dois savoir que ce mensonge ne concerne pas seulement ton mari.
Il y a un fil invisible qui relie ton histoire à la sienne. Et ce fil, je crains qu'il ne soit plus épais que tu ne l'imagines. Je n'ai pas compris immédiatement. Mais une peur sourde m'a envahi. Avait-elle l'intention de révéler aussi quelque chose sur ma propre famille? Sur mes origines à moi? Je voulais crier, l'arrêter, lui demander d'attendre, de ne pas en dire plus. Mais je n'ai pas eu le courage. J'étais pétrifiée, comme si j'étais spectatrice de ma propre vie, incapable d'intervenir. Les fidèles retenèrent leur souffle. Ma sœur, serrant son bébé contre elle, pleurait en silence. Le prêtre s'était assis, tête baissée, comme s'il ne voulait plus être témoin de ce scandale. Et puis, ma tante a glissé les papiers dans son sac, refermé d'un geste brusque, et s'est rassise. Elle n'a plus dit un mot. Le silence est retombé, lourd, pesant, insoutenable. Mon mari, toujours à genoux, pleurait en silence. Sa maîtresse reculait, honteuse. Moi, je me sentais au bord du gouffre. Je savais qu'elle n'avait pas tout dit, que ce qu'elle avait choisi de taire pour l'instant reviendrait tôt ou tard, comme une lame de fond prête à engloutir tout ce qui restait debout dans nos vies. Et au fond de moi, une question grandissait, obsédante. Quel était ce lien invisible qu'elle évoquait entre mon histoire et celle de mon mari? Je n'avais pas encore conscience que la vérité qui allait éclater n'allait pas seulement détruire mon couple, mais bouleverser toute ma vision de la famille, de l'amour et de la loyauté. Ce jour-là, en sortant de l'église, je croyais avoir touché le fond. Mais ce n'était que le début de ma descente dans les ténèbres des secrets familiaux. Quand nous avons quitté l'église ce jour-là, le ciel semblait plus sombre qu'à notre arrivée. Les nuages s'étaient accumulés au-dessus de nos têtes, lourds, menaçants, comme si la nature elle-même reflétait le chaos qui venait de se déverser dans nos vies. Je me souviens d'avoir marché mécaniquement, mes mains glacées, mes jambes tremblantes. Les murmures des invités résonnaient encore dans mes oreilles. Stérile, trahison, pas le vrai fils. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait un peu plus dans ma chair. Ma sœur m'a prise dans ses bras à la sortie. Elle pleurait autant pour moi que pour elle-même, car son baptême s'était transformé en spectacle de douleur et de honte. Je n'ai pas eu la force de lui répondre. Mon regard était fixé sur ma tante, qui avançait avec une détermination froide, tenant son sac contre elle, comme si ce qu'il contenait valait plus que nos vies. Mon mari, lui, n'était plus qu'une ombre. Ses yeux rougis fixèrent le sol, et ses épaules voûtées donnaient l'image d'un homme écrasé par un poids qu'il ne pouvait plus supporter. Sa maîtresse, mal à l'aise, essayait de l'entraîner à l'écart, mais il la repoussait encore et encore. Elle finit par s'éloigner, humiliée à son tour, disparaissant dans la foule qui se dispersait. Je croyais que tout s'arrêterait là, que les révélations de ma tante suffiraient à calmer la tempête. Mais je me trompais. Ce n'était qu'un prélude. Dans la soirée, nous nous sommes retrouvés chez mes parents. L'atmosphère était lourde, saturée de non-dits. Ma mère, silencieuse, préparait du thé, ses gestes tremblants trahissant son agitation. Mon père, lui, faisait les 100 pas, incapable de rester assis. Ma sœur avait confié son bébé à son mari pour nous rejoindre, les yeux gonflés de larmes. Ma tante était assise dans le grand fauteuil du salon, droite, impassible, comme une juge qui s'apprête à prononcer une sentence. Elle avait posé son sac à ses pieds. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ce sac. Je savais qu'il renfermait d'autres vérités. Après de longues minutes de silence, mon père a craqué. « Assez de mystère, Claire. Tu as jeté une bombe aujourd'hui. Tu ne peux pas nous laisser dans cette incertitude. » Ma tante a levé les yeux vers lui, puis vers moi. Sa voix, quand elle a parlé, était plus douce qu'à l'église, mais portait toujours cette gravité implacable. Je n'ai pas tout dit parce que l'endroit ne s'y prêtait pas. Mais ce que je vais révéler maintenant, préparez-vous. Parce que cela ne concerne pas seulement ton mari. Mon cœur s'est arrêté. J'ai senti la sueur perler sur ma nuque. « Moi » ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. « Oui, toi. » Mon mari, assis dans un coin, a relevé la tête. Ses yeux rouges m'ont transpercé. Peut-être espérait-il que ma réputation s'effondre à mon tour, que je partage son humiliation. Ma tante a pris une longue inspiration avant de sortir une nouvelle enveloppe de son sac. Elle l'a ouverte lentement, comme si chaque geste retardait un peu plus l'inévitable. Puis elle a lu. « À ma nièce bien-aimée, sache que la vérité que tu cherches ne se trouve pas dans ce que ton mari t'a caché, mais dans ce que ta propre famille t'a refusé. Tu crois appartenir à une lignée, mais ton sang ne vient pas de là où tu l'imagines. Je suis restée figée. Mon corps tout entier s'est glacé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je chuchoté. Ma tante a levé les yeux du papier, ses pupilles plongées dans les miennes. Tu n'es pas la fille de celui que tu appelles ton père. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre sans fond. Mon père, lui, s'est figé,
son visage se contractant de douleur. Ma mère a lâché la théière qu'elle tenait. Le liquide brûlant s'est répandu sur le tapis, mais elle n'a même pas sursauté. « Arrête, Claire !» a crié mon père, sa voix brisée. « Non !» a rétorqué ma tante. « Elle doit savoir. Elle doit comprendre que ces mensonges nous ont tous détruits. » Je ne savais plus où donner de la tête. Les battements de mon cœur résonnaient si fort que je n'entendais presque plus les mots. Mais une certitude me transperçait déjà. Si ce qu'elle disait était vrai, alors toute mon existence reposait sur une illusion. Je me suis tournée vers ma mère, espérant lire un démenti dans ses yeux. Mais elle baissait la tête, ses épaules secouées de sanglots muets. Ce silence valait aveu. J'ai hurlé, incapable de contenir ma rage. « Vous saviez tous, et vous m'avez laissé vivre dans le mensonge ?» Personne n'a répondu. Seule ma tante, impassible, tenait encore le papier comme une preuve irréfutable. Mon mari a éclaté d'un rire amer, presque hystérique. « Alors voilà, tu m'as jugé, tu m'as regardé comme si j'étais le seul imposteur, mais toi aussi, tu vis un mensonge. » Ces mots m'ont giflé, mais je n'ai pas cédé. J'ai serré les poings, et j'ai répondu d'une voix glaciale. « La différence, c'est que je n'ai jamais humilié personne en public pour cacher ma douleur. Toi, tu as choisi la cruauté. Moi, j'ai été victime. » Le silence est retombé. Je voyais dans les yeux de ma tante que ce n'était pas encore fini. Ses lèvres tremblaient, comme si elle hésitait à aller plus loin. Puis, d'un ton ferme, elle a ajouté « Et ce n'est pas tout. Vous deux, vous n'êtes pas seulement liés par le mariage. Vous êtes liés par le sang. » Cette phrase a traversé la pièce comme un éclair. Mon mari et moi avons parlé en même temps, nos voix se mêlant dans un cri. « Quoi ?» Ma tante a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts, brillant d'une douleur immense. « Oui, vous partagez le même sang. Pas directement, mais assez pour que votre union soit bâtie sur un mensonge encore plus grand que vous ne l'imaginez. » Je sentais ma gorge se serrer, mes poumons refusaient l'air. Tout tournait autour de moi. J'étais piégée dans une toile de secrets, d'ombres et de trahisons dont je ne voyais pas la fin. Et ce soir-là, dans le salon familial, j'ai compris une chose terrible. Le scandale de l'Église n'était que le premier chapitre d'une histoire bien plus sombre, une histoire où chaque vérité révélée ouvrait la porte à un abîme plus profond encore. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que l'on ressent lorsque l'on réalise, soudainement, que toute sa vie conjugale n'était qu'un vaste théâtre. Quand mon mari, au milieu de cette église pleine de fidèles, a décidé de m'humilier, j'ai cru que c'était le point le plus bas de mon existence. Mais la vérité, c'est que ce n'était que le commencement. Ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement d'un scandale public. C'était une fracture irréversible, une cassure brutale qui a ouvert un gouffre où tous les secrets soigneusement enfouis pendant des années ont commencé à remonter à la surface. Je me souviens du silence glacial qui s'est installé après que ma tante, d'une voix ferme, a sorti cette enveloppe. Un simple morceau de papier, une enveloppe froissée qui contenait plus de pouvoir que toutes les insultes que mon mari avait prononcées. Lui, si fier, si arrogant, si sûr de lui, s'est écroulé à genoux avant même que le contenu n'ait été lu en entier. Et moi, j'étais là, le cœur battant à tout rompre, incapable de savoir si je devais pleurer, crier ou fuir. La voix de ma tante résonnait encore quand nous avons quitté l'église, sous le regard insistant des témoins, des murmures et des chuchotements. Tout le monde voulait comprendre, tout le monde se posait la même question. Qu'y avait-il dans cette enveloppe qui avait suffi à briser un homme qui se croyait indestructible? Je n'ai pas eu ma réponse tout de suite. Dans la voiture, sur le chemin du retour, ma tante tenait l'enveloppe serrée contre elle, comme s'il s'agissait d'une relique. Je me suis retournée plusieurs fois vers elle, espérant qu'elle commence à parler, mais elle fixait la route d'un regard droit et déterminé. J'avais envie de lui arracher l'enveloppe des mains, mais je savais qu'il fallait attendre. Elle ne l'avait pas fait devant toute l'église pour m'humilier encore plus. Non, elle avait choisi ce moment pour stopper la comédie, mais ce qu'elle avait révélé n'était que la première étape d'un plan plus vaste. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Il est temps que tu connaisses la vérité. Pas toute d'un coup, car tu ne supporterais pas le choc, mais assez pour que tu comprennes pourquoi ton mari s'est effondré. » J'avais les jambes coupées. J'ai failli tomber dans son salon. Elle m'a fait asseoir et m'a tendu un verre d'eau, comme si j'étais une patiente qu'elle s'apprêtait à soigner. Puis elle a ouvert l'enveloppe, lentement, avec une solennité qui me glaçait le sang. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents, des photocopies, des lettres, des extraits bancaires.
J'ai reconnu immédiatement le nom de mon mari sur certains d'entre eux, mais ce n'était pas cela qui m'a frappée. C'était le nom d'une autre femme, qui apparaissait à plusieurs reprises. Une femme que je connaissais très bien. Je n'ai pas pu retenir un cri. Non, pas elle. Ma tante a acquiescé d'un signe grave de la tête. Oui, ta meilleure amie, celle que tu considérais comme ta sœur, celle qui te rassurait chaque fois que tu doutais de ton mariage. C'est elle qui porte son enfant. Ce n'est pas seulement une maîtresse, c'est une traîtresse. Je me suis sentie trahie une seconde fois, mais avec une intensité encore plus violente. Je revoyais toutes nos conversations, toutes nos soirées à rire, à nous confier. Elle savait mes faiblesses, mes douleurs liées à ma stérilité. Elle savait combien chaque remarque de mon mari me détruisait petit à petit. Et pendant tout ce temps, elle était son refuge, son secret, son échappatoire. Mon cœur s'est emballé, mes mains tremblaient. Mais ma tante n'avait pas fini. Elle a sorti un autre document, plus épais que les autres, et me l'a tendu. Cette fois, j'ai mis plusieurs secondes à comprendre ce que je lisais. C'était un testament. Le testament de mon père, décédé il y a quelques années. « Pourquoi tu me montres ça ?» ai-je demandé, presque en chuchotant. Elle a soupiré et m'a expliqué « Ton père avait prévu que ton mari hériterait d'une partie de ses biens, si jamais vous restiez mariés après 10 ans. Mais il y a une clause que ton mari a oubliée, ou qu'il n'a jamais prise au sérieux. Si tu prouves son infidélité et sa trahison publique avant cette date, il perd tous ses droits. » Mon souffle s'est arrêté. Je revivais la scène de l'église dans ma tête. Mon mari, humiliant ma stérilité devant 200 témoins, embrassant sa maîtresse enceinte, se proclamant libéré de moi, devant Dieu, devant tout le monde. Sans le savoir, il venait de signer sa propre ruine. Ma tante a ajouté, d'une voix dure, « Voilà pourquoi il s'est écroulé. Parce qu'il a compris, à l'instant où j'ai sorti ses papiers, qu'il venait de perdre non seulement son honneur, mais aussi l'héritage colossal qu'il convoitait depuis des années. Je n'arrivais plus à respirer. Tout s'imbriquait enfin. Ses colères, ses humiliations, sa hâte à vouloir divorcer. Tout n'était pas seulement une question de passion ou de nouvelle famille. C'était une question d'argent, de pouvoir, de cupidité. Il n'avait jamais cessé de me manipuler, pas seulement parce que je ne pouvais pas lui donner d'enfant, mais parce que j'étais le verrou qui l'empêchait d'accéder à la fortune de mon père. Je me suis sentie trahie sur tous les plans possibles, en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que fille. Tout mon univers vacillait, mais au milieu de ce chaos intérieur, une petite étincelle était née. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un levier, j'avais une arme. Et cette arme n'était pas une vengeance puérile, mais une vérité implacable, gravée sur papier, signée par la main de mon père et protégée par la justice. « Que dois-je faire ?» ai-je murmuré à ma tante. Elle a posé sa main sur la mienne et a dit calmement « Attendre. Laisse-le croire qu'il a encore le contrôle. Mais à partir de maintenant, c'est toi qui tiens les cartes. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je regardais les papiers étalés sur la table du salon, la lumière de la lampe se reflétant sur les mots qui pouvaient changer le cours de ma vie. J'alternais entre des larmes de douleur et un sourire amer. Peut-être que Dieu, malgré mon incapacité à enfanter, venait de me donner un autre type de force, celle de la vérité, celle de la justice. Et au fond de moi, une certitude s'est installée. Mon mari pensait avoir détruit ma vie ce jour-là à l'église. Mais il ignorait qu'il venait de déclencher ma renaissance. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une boule dans la gorge, mais aussi une étrange clarté d'esprit. J'avais pleuré toute la nuit, épuisée, mais je savais désormais que ma vie avait changé. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour brisé ou de trahison. Non, c'était une guerre silencieuse, une bataille entre lui et moi, entre son avidité et ma survie. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir une arme dans les mains. J'ai décidé de ne pas rentrer chez nous tout de suite. Ma tante m'avait conseillé de rester discrète, d'observer, de réfléchir avant d'agir. Mais je connaissais mon mari. Je savais qu'il n'allait pas rester sans rien faire. Il avait trop à perdre. Sa fierté, son héritage, son image devant sa maîtresse. Il allait tout tenter pour reprendre le contrôle. Et en effet, à peine 1 heure après l'aube, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était lui. Son nom s'affichait à l'écran, et mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai hésité, mais j'ai fini par décrocher. « Où es-tu » Sa voix était sèche, autoritaire, comme toujours. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu calmement « Chez ma tante ». Un silence pesant a suivi, puis il a repris « Tu dois rentrer, nous devons parler ». Ces mots m'ont glacée. Il ne disait pas « Je veux que tu rentres », mais « Tu dois », comme s'il donnait un ordre. Comme si,
Malgré le scandale à l'église, malgré son humiliation, il se croyait encore maître de ma vie. J'ai refusé. Non, pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps. Il a éclaté de colère. Du temps? Tu crois que tu peux me tourner le dos comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai senti mes mains trembler, mais j'ai serré le téléphone contre mon oreille. Tu n'as rien fait pour moi. Tu m'as détruite pendant 9 ans. Et hier, tu as montré ton vrai visage. Il a tenté de se reprendre. Sa voix est devenue plus douce, presque mielleuse. Écoute, je suis désolée. J'ai perdu le contrôle. Ce n'est pas ce que je voulais, mais on peut arranger ça. Toi et moi, on peut trouver un terrain d'entente. J'ai fermé les yeux, écœurée par ces mensonges. Non, c'est terminé. Et j'ai raccroché. Je tremblais de la tête aux pieds. C'était la première fois que je lui tenais tête avec autant de fermeté. Mais au fond, je savais qu'il n'allait pas s'arrêter là. Mon mari n'était pas un homme qui acceptait la défaite. Ma tante, qui avait tout entendu depuis la cuisine, est venue s'asseoir en face de moi. Elle m'a pris les mains et m'a dit « Tu as bien fait, mais il faut te préparer. Cet homme ne reculera devant rien. » Ces paroles résonnaient comme une prophétie. Et effectivement, dès l'après-midi, un voisin est venu nous prévenir. Il avait vu mon mari rôder autour de la maison de ma tante, parlant à voix basse avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Je savais qu'il cherchait à savoir ce que nous avions en main. Il avait compris que l'enveloppe de ma tante contenait plus que des menaces. Il voulait récupérer ses documents, coûte que coûte. Alors, avec ma tante, nous avons pris une décision. Nous avons fait des copies du testament et des preuves de son infidélité. Une partie a été confiée à un notaire de confiance, l'autre à un avocat ami de la famille. Même si ta maison brûle, même si tes papiers disparaissent, la vérité restera, m'a assuré ma tante. Cette précaution m'a rassurée, mais je restais sur mes gardes. Chaque bruit dehors, chaque appel téléphonique me faisait sursauter. J'avais l'impression de vivre dans un état de siège. 2 jours plus tard, ma tante m'a proposé de sortir prendre l'air. Nous sommes allés au marché, comme si de rien n'était, mais alors que je choisissais des fruits, j'ai senti une main se poser brutalement sur mon bras. C'était lui, mon mari. Son visage était fermé, ses yeux sombres, remplis d'une rage contenue. « Viens avec moi », a-t-il ordonné à voix basse, mais ferme. Je me suis figée. Les gens autour de nous continuaient leurs achats, ignorant la tension dramatique qui se jouait. Ma tante est intervenue aussitôt, se plaçant entre nous. « Tu n'as pas le droit de la forcer. » Il l'a toisée avec mépris. « Vieille folle, mêle-toi de tes affaires. C'est ma femme. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai rétorqué « Non, tu as proclamé devant 200 témoins que je n'étais plus ta femme. Tu as embrassé une autre en plein milieu de l'église. Tu m'as répudiée devant Dieu. Alors, ne me parle plus de mariage. » Il a serré les mâchoires, incapable de répondre. Puis, d'un geste brusque, il a lâché mon bras et s'est éloigné. Mais son regard avant de partir m'a glacée. C'était un regard de haine pure, un regard qui promettait une revanche. De retour chez ma tante, je me suis effondrée en larmes. Je ne peux pas vivre comme ça, ai-je sangloté. J'ai peur qu'il me fasse du mal. Ma tante m'a serrée dans ses bras. Écoute-moi bien, tu n'es pas seule. Tu as moi, tu as la mémoire de ton père, tu as la vérité avec toi. Mais il faut être plus forte que jamais. Si tu t'écroules, il gagnera. Et nous ne pouvons pas le laisser gagner. Ces mots m'ont donné un semblant de courage. Mais cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar terrifiant. Je me voyais dans une maison en flammes, mes papiers réduits en cendres, et lui, riant au loin, tenant la main de sa maîtresse enceinte. Je me suis réveillée en sueur, persuadée que ce rêve était un avertissement. Alors, dès le matin, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Je suis allée voir un avocat. Je lui ai expliqué toute la situation. La trahison publique, les témoins, le testament de mon père, les documents que ma tante détenait. Il m'a écoutée attentivement, puis a dit « Madame, vous êtes en position de force. Votre mari a commis une faute irréparable. Vous pouvez non seulement obtenir le divorce à votre avantage, mais aussi bloquer toute sa tentative d'héritage. Mais attention, un homme acculé peut devenir dangereux. » Je suis sortie de son bureau avec un mélange de peur et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que la justice pouvait être de mon côté. Mais en rentrant chez ma tante, une scène m'a glacé le sang. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. J'ai couru dans le salon et j'ai vu les tiroirs renversés, les papiers éparpillés partout. Quelqu'un était entré par effraction. Et là, sur la table, une seule phrase griffonnée sur un bout de papier « Tu ne peux pas me battre ». Je suis restée figée devant ce bout de papier griffonné,
incapable de respirer. Les mots étaient simples, mais lourds comme une malédiction. « Tu ne peux pas me battre ». Mon mari avait osé franchir une étape de plus. Entrer dans la maison de ma tante, forcer la porte, fouiller dans nos affaires, c'était une déclaration de guerre. Je me suis effondrée dans le fauteuil, tremblante, tandis que ma tante revenait du jardin avec son panier de légumes. Lorsqu'elle m'a vue, livide, tenant ce message, elle a lâché le panier qui s'est renversé au sol. « C'est lui, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai même pas eu besoin de répondre. Elle a compris aussitôt. Elle s'est approchée, a ramassé le papier, l'a lu à voix basse, puis l'a déchiré en morceaux. Il veut t'intimider. Mais ce qu'il ignore, c'est que plus il agit de cette manière, plus il se condamne. Ses paroles voulaient me rassurer, mais au fond de moi, la peur grandissait, car je connaissais mon mari. Je savais qu'il n'avait pas seulement écrit ça pour m'effrayer. Non, c'était une promesse. Et j'ignorais jusqu'où il était prêt à aller pour regagner ce qu'il pensait lui appartenir. Cette nuit-là, ma tante a insisté pour que je dorme dans sa chambre, porte verrouillée. Je l'ai entendu poser un vieux fusil de chasse contre le mur, au cas où. Le silence de la maison était oppressant. Chaque craquement du bois, chaque bruit du vent me donnait l'impression qu'il allait surgir de l'ombre. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas trouvé le sommeil. Au petit matin, nous avons constaté quelque chose d'encore plus troublant. Dans la boîte aux lettres, une enveloppe blanche, sans timbre, sans adresse, seulement mon prénom, écrit à la main. Mes doigts tremblaient lorsque je l'ai ouverte. À l'intérieur, une photo. Moi, prise en photo la veille au marché, alors que je choisissais des fruits. Derrière, un mot griffonné. « Je te vois ». J'ai senti mes jambes se dérober. Il ne s'agissait plus seulement de menaces. Il m'épiait, me suivait, traquait mes moindres gestes. Ma tante, en voyant la photo, a pâli, mais elle a gardé son calme. Nous devons agir maintenant. Elle a appelé un ami policier à la retraite, qui est venu dans l'après-midi. C'était un homme grand, aux cheveux gris, le regard perçant. Il s'appelait Moreau. Dès qu'il a vu la photo, il a hoché la tête. Classique, harcèlement psychologique. Il veut la briser avant de porter le coup final. Mais il a laissé trop de traces. Vous devez tout garder, chaque papier, chaque photo, chaque preuve. C'est votre meilleure défense. Il m'a conseillé de déposer plainte immédiatement. Mais j'avais peur. Peur qu'il devienne encore plus violent si j'osais l'attaquer sur le plan légal. Moreau a insisté. « Madame, cet homme est dangereux. Ne pas agir, c'est lui donner l'avantage. Vous devez montrer que vous n'avez pas peur. » Alors, le lendemain, j'ai franchi la porte du commissariat, le cœur battant, et j'ai raconté tout ce qui s'était passé. L'officier a pris ma déposition avec sérieux, surtout après avoir entendu parler du scandale à l'église. Je savais que beaucoup avaient assisté à la scène, les témoins ne manqueraient pas. On m'a promis qu'une enquête serait ouverte, mais en sortant du commissariat, je l'ai vu. Il était là, adossé à sa voiture, les bras croisés, un sourire glacé au coin des lèvres. Il n'a rien dit, il s'est contenté de me fixer. Et dans ses yeux, j'ai lu un message clair. « Tu peux aller où tu veux, déposer toutes les plaintes du monde, tu restes à moi. » J'ai pressé le pas jusqu'à la voiture de ma tante, incapable de soutenir plus longtemps son regard. Une fois à l'intérieur, j'ai éclaté en sanglots. Ma tante a serré ma main. « Il veut que tu craques, mais tu es plus forte que lui. » Les jours suivants, j'ai tenté de reprendre une routine normale, mais tout semblait contaminé par sa présence invisible. Je changeais de chemin pour aller en ville. Je vérifiais chaque fois derrière moi si j'étais suivie. Ma vie était devenue une prison sans mur. Un soir, alors que je me douchais, j'ai entendu un bruit étrange à la fenêtre de la salle de bain. J'ai éteint l'eau, le cœur affolé. Le rideau bougeait légèrement. J'ai osé l'écarter, et j'ai vu une silhouette s'éloigner dans l'obscurité. J'ai hurlé. Ma tante a accouru. Nous avons fouillé autour de la maison, mais il n'y avait plus personne. Seule une empreinte de pas fraîche, sous la fenêtre. Je tremblais encore quand ma tante a dit « Ça suffit. Il ne s'arrêtera pas. Tu dois lui faire face. Mais pas en victime. En héritière. En femme debout. » Ces mots ont résonné dans ma tête toute la nuit. J'ai compris que je ne pouvais plus me contenter de subir. Je devais reprendre l'avantage. Le lendemain, j'ai pris une décision radicale. J'ai appelé l'avocat et je lui ai demandé d'accélérer les démarches. Je veux qu'il soit cité à comparaître le plus vite possible, ai-je dit, la voix tremblante mais déterminée. Quelques jours plus tard, mon mari a reçu une convocation officielle. Je n'étais pas là pour voir sa réaction, mais j'imaginais sa colère, son visage crispé, et je savais qu'il ne resterait pas silencieux. Effectivement, 2 jours plus tard, il m'a appelé. Sa voix n'était plus douce ni faussement repentante.
Elle était glaciale, tranchante. « Tu crois que tu peux me ruiner ? Tu crois que tu peux me salir ? Tu ne sais pas qui tu affrontes. Tu ne me détruiras pas. » Je suis restée muette, serrant le téléphone contre mon oreille. Il a ajouté dans un souffle « Et si je tombe, tu tomberas avec moi. » Puis il a raccroché. Je me suis effondrée sur le sol, mais une part de moi savait qu'il bluffait. Il tentait encore de m'intimider. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de trembler, car une voix intérieure me disait qu'il préparait quelque chose de plus terrible encore. Et ce pressentiment s'est confirmé quelques jours plus tard. Alors que je rentrais d'une visite chez l'avocat, j'ai trouvé la maison de ma tante plongée dans un silence anormal. La porte n'était pas verrouillée. Mon cœur s'est serré. En entrant, j'ai senti l'odeur âcre de fumée. Dans le salon, les rideaux étaient partiellement brûlés. Au sol, une bouteille cassée qui sentait l'essence. Quelqu'un avait tenté d'incendier la maison. Ma tante est apparue derrière moi, le visage livide. Elle était sortie acheter du pain et avait eu la vie sauve par hasard. Elle m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. « Il a franchi la limite », a-t-elle murmuré. Oui, il avait franchi la limite. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus seulement une histoire de trahison ou d'héritage. C'était une lutte pour ma survie. La nuit qui suivit la révélation de l'inconnu fut la plus longue de toute la vie de Julie. Elle s'était enfermée dans sa chambre, entourée des documents éparpillés sur son lit, ses yeux brûlants de fatigue et de larmes. Chaque papier semblait crier une vérité qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Elle n'était pas la fille biologique de celui qu'elle appelait « papa », mais au-delà du choc, une rage froide avait commencé à germer. Si tout cela était vrai, alors son père avait construit son image d'homme de loi impeccable en écrasant sa propre fille, en la réduisant au silence, en lui volant une part de vie qui lui appartenait. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube, incapable de fermer les yeux. Quand enfin elle se leva, ses mains tremblaient, mais son regard avait changé. Elle n'était plus la même Julie, fragile et hésitante. Elle avait maintenant une mission, découvrir jusqu'où allait ce mensonge. Le plan de Julie. Elle savait qu'affronter son père directement était trop dangereux. D'abord, elle avait besoin de preuves irréfutables. L'enveloppe remise par l'inconnu contenait déjà des documents accablants, mais il manquait des pièces essentielles, des originaux, des signatures officielles, des dossiers que seul son père pouvait avoir entreposés quelque part. Julie repensa au bureau verrouillé du juge, cette pièce interdite au fond du couloir de leur maison. Elle s'était souvent demandé pourquoi son père en gardait la clé en permanence autour du cou, comme un talisman. Peut-être que là, derrière cette porte close, se trouvaient les réponses qu'elle cherchait. Mais comment y entrer ? Elle réfléchit longtemps. Puis, une idée germa, sa mère. Même si cette dernière semblait soumise et effacée, Julie savait qu'elle avait accès à certaines choses que son père lui interdisait. Peut-être avait-elle déjà vu cette clé, peut-être pouvait-elle l'aider sans même le réaliser. La conversation avec sa mère. À l'heure du déjeuner, Julie descendit à la cuisine. Sa mère préparait un café, son visage marqué par l'inquiétude. « Julie, » dit-elle doucement, « tu es étrange depuis quelques jours. Tu ne dors pas, tu pars sans prévenir. Qu'est-ce qui se passe ?» Julie la fixa. Elle hésita une seconde, puis décida de tester sa réaction. « Maman, j'ai trouvé des choses sur papa, des choses qui ne collent pas. Tu sais ce qu'il cache, pas vrai ?» La mère sursauta, comme si elle venait de recevoir une gifle. La tasse de café trembla entre ses doigts. « Julie, tu ne devrais pas... Ton père... Quoi, mon père ?» explosa Julie, incapable de retenir sa colère. « Toute ma vie, il m'a traitée comme une étrangère. Maintenant, je comprends pourquoi. Dis-moi la vérité. » Un silence lourd s'abattit dans la cuisine. La mère détourna le regard, ses lèvres pincées. Puis elle souffla. « Je ne peux pas. » Julie sentit une frustration violente l'envahir. Elle posa brutalement ses mains sur la table. « Alors aide-moi au moins à entrer dans son bureau. Donne-moi cette clé. » Sa mère blêmit. « Tu n'imagines pas ce que tu demandes. Si ton père découvre que tu as fouillé ses affaires, il quoi ? Il me reniera encore plus. Il me détruira, » cracha Julie. « Maman, ouvre les yeux. Il a déjà ruiné ma vie. » La mère se mordit la lèvre, visiblement déchirée entre la peur et l'instinct maternel. Finalement, elle hocha la tête très légèrement. « La clé, il la garde autour du cou. Oui, mais la nuit, quand il dort profondément, il la pose sur la table de chevet. Tu n'as qu'un seul moment pour la prendre. » Julie sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais volé quoi que ce soit à son père. Mais cette fois, ce n'était pas du vol. C'était une quête de vérité, l'infiltration nocturne. Cette nuit-là, le silence de la maison semblait encore plus pesant que d'habitude. Julie attendit que les lumières s'éteignent et que les pas de son père s'arrêtent à l'étage. Elle resta immobile dans son lit, comptant les minutes, le souffle court.
Quand enfin elle jugea que le moment était venu, elle sortit doucement, ses pieds nus glissant sur le parquet froid. Chaque craquement lui donnait l'impression que son père allait surgir derrière la porte. Arrivée devant la chambre parentale, elle colla son oreille contre le bois. Des ronflements profonds résonnaient à l'intérieur. Elle inspira profondément, puis entra sans un bruit. Son père dormait, le visage crispé même dans le sommeil. Sur la table de chevet, la petite clé brillait sous la lueur de la lampe de nuit. Julie s'approcha lentement, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Elle tendit la main, ses doigts tremblants, et, clac, la clé était dans sa paume. Elle la serra fort, comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Sans attendre, elle ressortit et se dirigea vers le bureau interdit. La serrure céda dans un léger déclic. Les secrets du bureau. À l'intérieur, une odeur de cuir et de poussière flottait. Le bureau était massif, recouvert de dossiers classés avec une précision militaire. Julie alluma discrètement une petite lampe et commença à fouiller. Elle ouvrit tiroir après tiroir, découvrant des piles de documents juridiques, mais aussi des enveloppes épaisses contenant de l'argent liquide, des carnets de notes codés et surtout, un coffre en acier scellé. Elle paniqua un instant, sans combinaison, impossible de l'ouvrir. Mais en fouillant le tiroir du bas, elle trouva un petit carnet noir. À l'intérieur, une suite de chiffres barrés et réécrits plusieurs fois. Son instinct lui dit que c'était ça. Elle tenta la combinaison. Le coffre s'ouvrit dans un cliquetis métallique. À l'intérieur, elle découvrit des originaux d'actes notariés, des photos jaunies et surtout un dossier épais intitulé « Affaire héritage L », confidentiel. Julie sentit ses mains devenir moites. Elle ouvrit le dossier et commença à lire. La révélation. Les pages défilaient sous ses yeux. Elle y découvrit l'histoire d'une succession colossale, mêlant plusieurs familles rivales, une fortune de plusieurs millions, des biens immobiliers, des terrains, et au milieu, son nom inscrit sur des documents qu'elle n'avait jamais vus. Des testaments, des clauses, des désignations d'héritiers. Tout prouvait qu'elle aurait dû hériter d'une part immense de cette fortune. Mais tout avait été effacé, rayé, remplacé par des signatures falsifiées. Et la main derrière tout ça n'était autre que celle de son père. Julie sentit une douleur aiguë la traverser, comme si on lui arrachait le cœur. Mais en même temps, une certitude implacable se formait en elle. Elle détenait enfin la preuve de sa trahison. Le retour précipité. Alors qu'elle refermait le coffre, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Son sang se glaça. Son père. Elle éteignit la lampe en vitesse et serra les documents contre elle. La porte s'ouvrit dans un grincement. Le juge entra, ses yeux froids scrutant la pièce. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il d'une voix tranchante. Julie, prise au piège, sentit ses jambes se dérober. Son père avança d'un pas et son ombre la recouvrit. Le bureau était plongé dans une pénombre suffocante. Julie serrait contre sa poitrine le dossier qu'elle venait de sortir du coffre. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, plus fort que le silence glacé qui s'installait entre elle et son père. Le juge s'avança, son visage à moitié éclairé par la lueur du couloir. Ses yeux sombres étaient deux lames qui fouillaient son âme. « Qu'est-ce que tu fais là ?» répéta-t-il, d'une voix basse, lente, mais dangereuse. Julie sentit ses jambes trembler, mais une force nouvelle jaillit d'elle. Elle avait trop longtemps subi son autorité. Ce soir-là, elle décida qu'elle ne fuirait plus. « Je voulais savoir qui je suis », dit-elle d'une voix qui se voulait ferme, mais qui tremblait malgré elle. Le juge s'arrêta net. Son regard glissa vers le coffre encore entrouvert, vers la clé dans la serrure, puis vers les papiers, dans les mains de sa fille. Une ombre traversa son visage. « Tu n'aurais jamais dû voir ça. » Julie resserra sa prise sur les documents. « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir caché la vérité ? Pourquoi m'avoir volé mon héritage ?» Le juge inspira longuement, comme pour contenir une rage profonde. Puis il s'approcha du bureau, posa ses deux mains sur le bois et se pencha vers elle. « Parce que tu n'étais pas prête. Parce que cette vérité aurait détruit ta vie. » Julie éclata d'un rire amer. « Ma vie est déjà détruite à cause de toi. » Les masques tombent. Le père recula légèrement, ses yeux brillants de colère. « Tu crois que tu comprends, Julie ? Tu crois que ces papiers suffisent à tout expliquer ? Tu n'as aucune idée des sacrifices que j'ai faits pour protéger cette famille. » Julie serra les dents. « Protéger ? En me mentant depuis ma naissance ? En m'effaçant des testaments ? En me traitant comme une étrangère dans ma propre maison ?» Un silence tendu emplit la pièce. Puis le juge lâcha, d'une voix glaciale. « Oui, parce que tu n'es pas ma fille. » Les mots tombèrent comme une guillotine. Julie sentit son souffle coupé,
Même si elle s'en doutait, l'entendre de sa bouche était un coup de poignard. « Tu mens », murmura-t-elle, ses yeux embués de larmes. Le juge croisa les bras, implacable. « Ton véritable père était un homme faible, incapable de défendre ses droits. Quand il est mort, il n'a laissé qu'un chaos juridique et une fortune disputée par tous. Si j'avais laissé les choses suivre leur cours, tu aurais été détruite. Alors j'ai pris les choses en main. » Julie le fixa, incrédule. « En main ? Tu veux dire que tu m'as volé ?» Il frappa violemment le bureau, faisant trembler les objets. « Je t'ai sauvée. Sans moi, tu serais morte de faim, humiliée par ceux qui convoitèrent cet héritage. » Julie secoua la tête, ses larmes coulant librement. « Tu ne m'as pas sauvée. Tu t'es approprié ma vie. » La confrontation physique. Le juge avança soudainement, tentant d'arracher les documents de ses mains. Mais Julie recula d'un pas vif, serrant le dossier contre elle comme un bouclier. « Donne-moi ça », ordonna-t-il d'une voix qui vibrait de menace. « Non, c'est à moi. » Le regard du père devint fou, ses mâchoires serrées, ses doigts crispés. Il ressemblait à un prédateur acculé. Il fit un pas de plus, mais Julie s'échappa sur le côté, son dos heurtant l'étagère. Les papiers se mirent à glisser. Elle tenta de les retenir, mais quelques feuilles tombèrent au sol, éparpillées comme des preuves irréfutables. Le juge les vit, et son visage devint livide. « Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques » cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la maison. « Alors explique-moi » hurla Julie. « Dis-moi toute la vérité au lieu de me menacer. » Un silence lourd s'installa. Le père respirait bruyamment, ses poings serrés. Puis, dans un souffle presque étouffé, il lâcha. « Si je parle, nous sommes tous morts. » Julie resta pétrifiée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il se détourna, comme s'il avait dit trop. Mais Julie insista, s'approchant cette fois. « Mort de quoi ? De qui ?» Le juge ne répondit pas. Son visage était devenu une muraille impénétrable. L'arrivée inattendue. Soudain, un bruit de pas précipité retentit dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement, et la mère de Julie entra, le visage pâle d'angoisse. « Arrêtez !» cria-t-elle. « Vous allez vous détruire tous les deux. » Elle s'interposa entre son mari et sa fille, ses bras ouverts comme un rempart fragile. Le juge recula légèrement, surpris par cette audace inhabituelle. Julie, elle, était en larmes, mais elle se sentait plus forte que jamais. Elle brandit le dossier devant eux. « Je veux savoir la vérité. Pas demain, pas plus tard, maintenant. » La mère baissa les yeux, les mains tremblantes. Puis, dans un souffle presque imperceptible, elle murmura « Julie, tu as raison. Ton père t'a caché beaucoup de choses, mais il n'est pas le seul coupable. » Julie cligna des yeux, abasourdie. « Comment ça ?» La mère serra ses mains, ses yeux se remplissant de larmes. « Parce que moi aussi, je t'ai menti. » Le choc de la trahison, Julie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sa propre mère, la seule personne à qui elle croyait pouvoir encore se raccrocher, venait d'avouer qu'elle avait participé au mensonge. « Non !» murmura Julie, la voix brisée. « Pas toi ?» La mère s'approcha d'elle, tendant une main hésitante. « Pardonne-moi, j'ai cru faire ce qu'il fallait. On m'a obligée. » Julie recula, son dos heurtant de nouveau le bureau. « Qui t'a obligée ?» La mère lança un regard lourd de sens à son mari, qui restait impassible, comme figé dans une statue de marbre. Mais Julie comprit, ils avaient été complices, tous les deux. « Toute ma vie n'était qu'un mensonge », balbutia Julie. Une mascarade. Le silence retomba, plus lourd que jamais. Puis la mère, d'une voix tremblante, ajouta « Mais ce que tu ignores encore, c'est que tu n'étais pas censé survivre. » Julie sentit un frisson glacial lui parcourir la colonne vertébrale. « Comment ça ? Pas censé survivre ?» La mère détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. L'ultime menace. Le juge brisa enfin le silence. Sa voix était basse, mais chaque mot résonnait comme une sentence. « Assez. Tu n'as pas idée des forces en jeu. Plus tu fouilles, plus tu mets ta vie en danger. » Julie le défia du regard, les yeux en feu. « Tu peux bien me menacer. Je n'ai plus rien à perdre. » Un éclair de colère traversa le visage du juge. Il s'avança, mais cette fois ce fut sa femme qui l'arrêta, posant une main ferme sur sa poitrine. « Si tu lui fais du mal, dit-elle d'une voix étonnamment ferme, tu perds tout, absolument tout. » Un silence tendu suivit, les trois se dévisageant dans ce huis clos oppressant. Puis le juge fit demi-tour brusquement, sortant du bureau sans un mot, laissant derrière lui une odeur de tabac froid et de rage contenue. Julie s'écroula sur la chaise, épuisée, serrant toujours les documents contre elle. Sa mère se pencha vers elle, ses yeux humides. « Tu dois comprendre, il y a plus que ton père dans cette histoire. Des gens puissants, des ennemis que tu ne soupçonnes pas. » Julie releva la tête, sa respiration haletante. « Alors qui tire les ficelles derrière tout ça ?»
Sa mère hésita longuement, puis murmura « Quelqu'un que tu crois connaître, mais qui n'a jamais cessé de nous manipuler. » Julie sentit une sueur glacée couler dans son dos. « Ah, qui ? Dis-moi son nom !» La mère ouvrit la bouche, mais au même instant, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Comme une vitre brisée, elles se figèrent. Quelqu'un venait d'entrer dans la maison. Le bruit venait de la porte d'entrée principale. Julie et sa mère se figèrent. Le cœur de Julie battait à tout rompre. Elle sentit une montée d'adrénaline et une peur glaciale l'envahir. Quelqu'un venait de pénétrer dans la maison, silencieux mais déterminé, comme s'il savait exactement où aller. Julie attrapa les documents et les serra contre elle, tandis que sa mère avançait lentement vers la cuisine, apparemment pour se mettre hors de portée. Mais avant qu'elle ne puisse réagir davantage, une ombre se glissa dans le couloir du bureau. « Qui est là ?» cria Julie, la voix tremblante mais ferme. Aucune réponse. Juste le silence oppressant. Puis, une silhouette émergea de l'ombre. Un homme, grand, élégant, le visage partiellement caché par une écharpe sombre, s'avança d'un pas assuré. Julie recula, le dos heurtant le bureau. « Ne bougez pas », dit-il d'une voix calme mais tranchante, comme un couteau glissant sur le métal. Julie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son regard s'agrippa à cet intrus, tentant de deviner son identité. Elle connaissait beaucoup de gens puissants autour de son père, mais cet homme, il avait quelque chose de différent, de dangereux. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le souffle court. L'homme fit un geste de la main. « Vous n'êtes pas prête à entendre mon nom. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce que vous venez de découvrir, ce n'est que la surface. » Julie fronça les sourcils. « La surface » répéta-t-elle, incrédule. « Vous voulez dire qu'il y a encore des secrets ?»« Oui, beaucoup de secrets. Votre père, votre mère, tous deux ont joué un rôle dans un plan beaucoup plus vaste que vous ne l'imaginez. Et maintenant vous êtes impliqués, que vous le vouliez ou non. » Julie sentit la panique l'envahir. Elle serra les documents contre elle, comme s'ils pouvaient la protéger. « Vous mentez ? Qui êtes-vous pour dire ça ?» L'homme s'avança encore, et Julie remarqua un petit badge à sa ceinture. Il s'agissait d'un ancien agent du renseignement, spécialisé dans les affaires familiales et les fraudes financières. « Je suis celui qui surveille cette famille depuis des années, » dit-il calmement. « Votre père a utilisé la loi pour manipuler et couvrir des crimes financiers et familiaux. Et vous êtes la clé de tout. » Julie recula d'un pas, ses jambes tremblantes. « Moi ? Je ne comprends pas. »« Oui, vous. Votre nom apparaît dans des documents que votre père pensait disparus. Vous êtes l'héritière légitime. Mais il a tout falsifié pour s'approprier la succession et protéger des complices qui opèrent dans l'ombre depuis des années. » La pièce tourna autour de Julie. Elle sentit ses genoux fléchir. Chaque mot de l'intrus confirmait ce qu'elle pressentait. Sa vie n'avait été qu'une mascarade. Et le danger qu'elle affrontait était bien plus grand que son père seul. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi me le dire maintenant ?»« Parce que votre père a fait une erreur. Il a sous-estimé votre capacité à comprendre et à agir. Et parce que vous avez commencé à chercher la vérité, » dit l'homme en regardant les documents dans ses mains. « Tout ce qu'il a fait pour vous contrôler pourrait s'effondrer. » Julie sentit une rage monter en elle. Elle voulait hurler, frapper, tout détruire. « Alors c'est ça, vous êtes là pour protéger ses secrets » hurla-t-elle. L'homme secoua la tête. « Non, je suis là pour que justice soit faite. Mais vous devez suivre mes instructions, sinon tout sera perdu. » Julie fronça les sourcils. « Instructions ? Quelles instructions ? D'abord, vous devez sécuriser ces documents et les copies que vous avez faites. Ensuite, vous devez prouver l'authenticité de votre héritage et révéler les crimes de votre père et de ses complices. Mais attention, chaque mouvement sera surveillé. Votre père a encore des alliés puissants. » Julie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, la voix faible mais défiant l'intrus. « Alors vous serez seul, et tout ce que vous tenez pour vrai sera détruit, » dit-il calmement, presque comme un avertissement silencieux. La stratégie Julie prit une profonde inspiration, tentant de calmer son souffle. Elle savait qu'elle devait agir avec intelligence, pas seulement avec colère. « Très bien, » dit-elle, déterminée. « Je vous écoute. Qu'est-ce que je dois faire ?» L'homme lui tendit une tablette sécurisée, contenant tous les dossiers numériques, scellés et cryptés. Premièrement, vous devez envoyer ces documents à des avocates spécialisées et aux autorités compétentes. Deuxièmement, vous devez rassembler tous les témoins de la trahison de votre père. Et enfin, vous devez préparer votre confrontation publique. Julie hocha la tête, réalisant que chaque étape serait dangereuse. Mais en même temps, elle sentait une puissance nouvelle l'envahir. Après des années de mensonges et de manipulations, elle allait enfin reprendre le contrôle.
Et votre rôle dans tout ça ? Demanda-t-elle, méfiante. Je resterai dans l'ombre, dit-il simplement. Vous êtes la pièce maîtresse. Vous êtes celle qui révélera la vérité. Julie sentit une bouffée de détermination. Cette fois, elle n'était plus la victime. Elle allait affronter son père et tout ce qu'il représentait. Mais une question brûlait encore dans son esprit. Et la mère ? Et ma famille ? Seront-ils des alliés ou des ennemis ? L'homme ne répondit pas. Il se contenta de disparaître dans l'ombre de la pièce, laissant Julie seule avec les documents et une nouvelle réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle s'assit sur le sol, serrant la tablette contre elle, le cœur battant, la colère et la peur mêlées. Elle savait que le moment de vérité approchait, et qu'aucune trahison passée ne serait tolérée cette fois. Dans le couloir, le silence régnait, mais Julie savait que le calme était trompeur. Très vite, la tempête allait frapper, et cette fois, elle serait prête. Le lendemain, Julie ne dormit presque pas. Les documents étaient non posés sur la table de la salle à manger, chaque page une preuve tangible de la duplicité de son père. Elle sentait le poids de leur contenu comme une armure lourde, mais nécessaire. Chaque acte falsifié, chaque signature volée, chaque testament effacé était désormais entre ses mains. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Sa vie, son identité et son héritage étaient en jeu. Si elle échouait, tout serait perdu. Sa réputation, sa sécurité et peut-être même sa liberté. La première étape, sécuriser les preuves. Julie prit son téléphone et appela discrètement un avocat de confiance qu'elle connaissait depuis ses études de droit. Elle lui expliqua la situation de manière succincte, sans mentionner les détails personnels de la famille. « Écoutez, dit-elle d'une voix tremblante mais décidée, j'ai des documents confidentiels qui prouvent des falsifications et des crimes financiers. Je veux que vous les examiniez et que vous m'aidiez à préparer leur dépôt légal. » L'avocat, surpris mais attentif, acquiesça. « Très bien, envoyez-moi les copies cryptées. Je m'en occupe immédiatement. Et Julie, restez prudente. Ce que vous venez de découvrir est explosif. » Julie raccrocha, le cœur battant. Elle avait franchi la première étape. La preuve matérielle était entre de bonnes mains, mais il restait le plus difficile, affronter son père et le monde qui l'entourait. Rassembler les alliés, Julie savait qu'elle ne pouvait agir seule. Elle fit venir discrètement quelques membres de la famille élargie en qui elle avait confiance. Ceux qui avaient toujours soupçonné les manigances de son père. Parmi eux, sa tante, sage-femme à la retraite, qui avait déjà joué un rôle crucial lors du baptême humiliant. « Julie, dit sa tante en la prenant dans ses bras, tu es forte. Nous allons t'aider. Mais souviens-toi, nous devons avancer avec prudence. Chaque mouvement doit être calculé. » Julie acquiesça. Elle sentait un mélange de peur et d'excitation. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus seule. Ensemble, ils pourraient affronter la tromperie de son père et défaire son empire de mensonges. La stratégie de confrontation, Julie et sa tante passèrent des heures à examiner les documents et à planifier la confrontation. Chaque phrase devait être précise, chaque preuve irréfutable. Il ne fallait aucune erreur. « Si nous attaquons trop tôt, dit la tante, ton père pourrait tout détruire et nous accuser de diffamation. Et si nous attendons trop longtemps, demanda Julie. Alors il continuera à manipuler tout le monde et à cacher ses crimes. Nous devons frapper au moment exact, quand nous aurons tous les éléments pour l'empêcher de se défendre. Julie comprit que cette bataille n'était pas seulement juridique, mais aussi psychologique. Elle devait préparer son père à comprendre qu'elle détenait tout le pouvoir. La découverte des complices. En fouillant davantage les archives, Julie et sa tante découvrirent un réseau complexe de complices. Des notaires, des agents immobiliers et même certains amis de la famille qui avaient contribué à falsifier des documents et à dissimuler des héritages. « Ils ont tout planifié », murmura Julie, choquée. Chaque acte, chaque testament, chaque transaction, c'était un complot. « Oui, » dit sa tante. « Et maintenant tu sais pourquoi nous devons être prudentes. Mais aussi pourquoi tu es la seule à pouvoir mettre fin à tout ça. » Julie sentit un mélange de colère et de détermination. Ses mains tremblaient en feuilletant les documents, mais son esprit était clair. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. La confrontation préparée. 2 jours plus tard, Julie envoya des copies cryptées des preuves à l'avocat et à quelques témoins de confiance. Puis, elle envoya un message à son père. « Nous devons parler. Demain, à 18h, dans le salon familial. Vous ne pouvez pas refuser. » Le père, avec son arrogance habituelle, répondit « Très bien, je serai là. Mais sache que je ne tolérerai aucune accusation infondée. » Julie sourit, intérieurement. Il croyait qu'il avait encore le contrôle.
Il ignorait que chaque document avait été vérifié, chaque preuve authentifiée. Elle tenait la victoire à portée de main. Le face-à-face. À 18h précises, Julie attendait dans le salon, accompagnée de sa tante et de 2 témoins de confiance. Les documents étaient posés sur la table, soigneusement organisés. Le père entra, l'air confiant, comme toujours. « Julie, dit-il, tu sembles agitée. » Julie respira profondément. « Oui, papa. Agitée, mais préparée. J'ai découvert tout ce que tu as fait. Chaque falsification, chaque testament volé, chaque manipulation. Tout est documenté et vérifié. » Le père sourit, un sourire froid. « Et tu crois vraiment que tu peux me battre ?» Julie tendit les documents vers lui. « Ce n'est pas une question de croire ou non. C'est la vérité. Et aujourd'hui, elle sera connue de tous. » Les témoins et sa tante observaient, silencieux mais attentifs. Le visage du père pâlit légèrement. Il réalisa que cette fois, il n'avait aucun contrôle. L'ultime menace. Le père s'approcha lentement de la table, les mains tremblantes, ses yeux sombres. « Julie, si tu publies ça, tu détruis tout. Ta vie, la mienne, la famille. »« Non, papa, » dit Julie, la voix ferme et tranchante. « Tu as détruit ma vie depuis toujours. Aujourd'hui, je reprends ce qui m'appartient. Et personne ne pourra m'arrêter. » Un silence pesant remplit la pièce. Les murs semblaient retenir leur souffle. Le père savait qu'il était pris au piège. Ses complices, ses alliés, tous étaient désormais vulnérables. Julie sourit intérieurement. Après des années de mensonges et de manipulations, le pouvoir était enfin entre ses mains. Mais elle savait qu'il restait encore un dernier obstacle, son père. Le jour tant attendu arriva. Julie avait tout préparé avec soin. Les documents, les preuves irréfutables, les témoins, tout était en place pour la confrontation finale. Elle avait décidé que cela se ferait dans le salon familial, devant ceux qui avaient été impliqués ou témoins des manipulations. Sa famille élargie, quelques amis proches et l'avocat. Julie sentit une tension électrique dans l'air lorsqu'elle arrangea les dossiers sur la table. Chaque feuille, chaque signature était un pas de plus vers la libération. Sa tante lui posa une main sur l'épaule, silencieuse mais pleine de soutien. « Tout est prêt ?» murmura-t-elle. Julie hocha la tête. Elle n'avait plus peur. Chaque mensonge, chaque trahison allait enfin être exposée. L'arrivée du père. Le juge entra, confiant, son regard scrutant la salle. Il croyait encore avoir le contrôle. Mais lorsqu'il vit Julie, la détermination dans ses yeux et la présence des témoins, un frisson traversa son corps. « Julie, » dit-il d'une voix maîtrisée mais tendue, « je ne comprends pas ce théâtre. » Julie se leva, tenant le dossier avec assurance. « Ce n'est pas un théâtre, papa. C'est la vérité. Chaque falsification, chaque testament volé, chaque transaction frauduleuse, tout est ici, documenté et vérifié. » Les témoins se rapprochèrent, silencieux mais attentifs, et l'avocat se tenait à ses côtés, prêt à valider chaque preuve. Le père pâlit, réalisant que cette fois, il n'avait aucune échappatoire. « Tu n'as aucune preuve réelle, » murmura-t-il, cherchant désespérément une échappatoire. Julie ouvrit le dossier et tendit les documents à l'avocat, qui commença à les examiner rapidement. « Tout est authentique, » dit-il d'une voix ferme. Ces documents prouvent non seulement la falsification des testaments, mais aussi l'existence d'un réseau de complices impliquant des notaires, des agents immobiliers et même des amis de la famille. La révélation publique. Julie prit une profonde inspiration et s'adressa à tous ceux présents. « Pendant 9 ans, j'ai vécu dans le mensonge. On m'a caché la vérité sur mon héritage, sur ma famille, et on a manipulé ma vie. Aujourd'hui, tout cela se termine. » Elle montra les preuves, une par une, détaillant les manipulations de son père et des complices. Les murmures se propagèrent dans la salle. Certains étaient choqués, d'autres incrédules, mais tous comprenaient désormais l'ampleur de la tromperie. « Et voici, » dit Julie en montrant les originaux des testaments, « la preuve que j'étais l'héritière légitime, que mon père et ses complices ont tenté de m'effacer. » Le visage du juge devint livide. Il tenta de se défendre, mais les preuves étaient irréfutables. Ses complices présents restèrent silencieux, incapables de contester les faits. La confrontation personnelle, Julie s'avança vers son père, ses yeux remplis de larmes mais aussi de détermination. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Pourquoi m'avoir menti toute ma vie ? Pourquoi m'avoir volé ce qui m'appartenait ?» Le juge baissa la tête, incapable de répondre. Ses yeux trahissaient une honte profonde, mais aucun mot ne sortit. Julie sentit une rage froide monter en elle, mais elle respira profondément. « Je ne cherche pas la vengeance, » dit-elle. « Je veux seulement que la vérité soit connue
et que justice soit faite. Elle tendit les documents à l'avocat, qui commença à les enregistrer et à les envoyer aux autorités compétentes. La réaction de la famille. Sa mère, qui avait longtemps été complice malgré elle, s'approcha de Julie et posa une main sur son bras. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « J'ai cru protéger tout le monde, mais j'ai seulement contribué à la douleur. » Julie hocha la tête, les yeux encore humides. « Merci de dire cela. Maintenant, nous pouvons reconstruire ce qui a été brisé. » Sa tante, toujours à ses côtés, ajouta « Et surtout, tu as montré une force incroyable. Ta vie t'appartient enfin. » Le dénouement. Le père, quant à lui, resta silencieux, impuissant. Les témoins prirent note de chaque document, chaque détail. L'avocat confirma que les preuves étaient suffisantes pour déclencher une enquête complète sur les crimes financiers et les falsifications. Julie sentit un poids immense se lever de ses épaules. Après des années de mensonges et de trahisons, la vérité éclatait enfin. Elle n'était plus une victime, elle était une survivante, et désormais, elle détenait le pouvoir de reprendre sa vie et son héritage. Elle se tourna vers la salle, les yeux brillants. Que personne ne doute de cela. La justice triomphera, et ceux qui ont abusé de leur pouvoir devront répondre de leurs actes. Un silence solennel emplit la pièce. Même son père semblait comprendre qu'il avait perdu tout contrôle. Julie sentit une paix nouvelle l'envahir. La reconstruction. Les semaines qui suivirent furent intenses. Les autorités enquêtèrent, les complices furent confrontés, et les documents de succession furent rétablis selon la légalité. Julie récupéra ce qui lui revenait de droit, mais surtout, elle se reconstruisit émotionnellement. Elle réalisa que la vérité pouvait être douloureuse, mais qu'elle était aussi libératrice. Les mensonges qui avaient pesé sur sa vie pendant 9 ans n'avaient plus de pouvoir sur elle. Elle décida de partager son histoire pour avertir et inspirer d'autres personnes confrontées à des secrets familiaux et des trahisons. Sa voix, autrefois étouffée par la peur, résonnait désormais avec force et détermination. L'espoir retrouvé Julie savait que la route serait longue pour reconstruire les liens familiaux brisés, mais elle avait gagné sa dignité, sa liberté et la certitude que la vérité, aussi terrifiante soit-elle, triomphe toujours. Elle se tenait dans le salon, regardant les documents rangés, sa famille réunie autour d'elle. Pour la première fois depuis des années, Julie sourit réellement. « Tout ce que j'ai traversé m'a rendue plus forte », murmura-t-elle. « Et plus jamais je ne laisserai quelqu'un décider à ma place de ce qui m'appartient. » C'était la fin d'un chapitre, mais le début d'une vie nouvelle. Une vie où Julie était enfin maître de son destin. Si cette histoire vous a captivé, laissez un commentaire avec vos impressions et n'oubliez pas de vous abonner à Confessions de famille pour découvrir d'autres récits vrais, pleins de suspense, de trahison et de révélations incroyables. Et pour ne rien manquer, préparez-vous à notre prochain récit. Une nouvelle histoire tout aussi intense et pleine de rebondissements vous attend très bientôt.